Quel regard portez-vous sur le succès actuel des tests ADN et génétique ? Oui, alors c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit avec la diffusion de ces tests que finalement la recherche n'est plus strictement dans une matérialité de la race telle qu'on a pu l'évoquer au XIXe siècle avec la présence de nombreuses classifications dans les sciences naturelles, en médecine ou en biologie qui cherchaient en fait à agréger la preuve d'une matérialité dans les corps, dans les os, dans le sang de la race. Mais avec les tests, on est dans une recherche en fait de l'immatérialité de la race. Donc dans l'ADN par exemple, on cherche aussi des preuves que cette catégorie existerait toujours. Et ce qui nous semble très dangereux, c'est qu'effectivement, les généticiens eux-mêmes prennent beaucoup de pincettes pour parler des catégories qui sont utilisées dans ces tests. Ils ne parlent pas à proprement parler de race, ils parlent d'origine géographique, ils parlent d'haplotype par exemple, mais dans la manière dont ces tests sont ensuite vulgarisés entre guillemets pour le grand public, ou dans la manière dont les articles de vulgarisation scientifique en discutent, eh bien cette catégorie de race revient. Et donc c'est le signe aussi qu'il y a des formes de glissement du discours qui sont aussi le fait parfois de journalistes, de personnes qui essayent de faire sens en fait et d'expliquer au grand public comment fonctionnent ces tests, qui bien perpétuent la croyance en fait en ces catégories fixistes de race, puisque les catégories géographiques deviennent de manière très simplifiée des catégories ethno-raciales sans vraiment qu'il y ait d'explications plus sophistiquées à apporter justement au grand public. Et donc ça c'est le signe de ce que le sociologue Sébastien Lemerle nomme notamment la biologisation du social, dans le sens où il y a une forme aussi dans les médias de réduction très souvent de phénomènes très intéressants à étudier, mais en des choses, en des explications beaucoup plus simplistes, parce que finalement c'est aussi le grand public qui réclame cette forme d'explication et de légitimation, puisque la science est toujours vue comme une autorité qui bien sûr va légitimer des discours et des pratiques. Quelles idées voudriez-vous faire passer aux étudiants ? Quelles préconisations pour l'enseignement ? Alors, au sujet des Lumières et du rapport des philosophes, notamment à l'esclavage ou au concept de race, alors il y a, au moment des Lumières, un courant abolitionniste très fort. Voltaire est un abolitionniste que l'on connaît d'ailleurs pour ses traités sur la tolérance, mais Voltaire est également un polygéniste, et ça c'est bien moins connu, c'est-à-dire qu'il croit en l'existence de plusieurs espèces humaines, et en des espèces qui sont hiérarchisées et inégales. Et il va considérer d'ailleurs que l'espèce noire est plus semblable au singe qu'elle n'est semblable à l'espèce blanche. Et il faut, il me semble, dans l'enseignement, développer un enseignement qui soit plus large, en permettant notamment d'enseigner Voltaire tel qu'il était dans toutes ses facettes, comme Jules Ferry d'ailleurs, qui est le père de la politique scolaire, mais aussi le père de la politique coloniale. Et ce qui est intéressant, et Aurélia Michel en parle notamment dans son ouvrage Un monde en nègre et blanc, elle parle notamment du fait que l'abolitionnisme, certes, c'est un grand paradoxe des Lumières, l'abolitionnisme a contribué à développer en fait cette idée qu'il fallait libérer les peuples mais les protéger. Cette idée de protection est reprise par la colonisation, c'est-à-dire qu'on abolit l'esclavage, mais c'est l'expansion coloniale qui apparaît ensuite. On libère des peuples, alors entre guillemets, mais à partir de là et de ces discours abolitionnistes, l'on va développer une forme de protection ou de paternalisme colonial qui revient à peu près au même, dans le sens où l'on va exploiter des peuples sous le prétexte de la mission civilisatrice et de l'éducation. Mais voilà, les Lumières entretiennent un grand paradoxe aujourd'hui dans la pensée des Français et des Françaises, peut-être parce que ce que l'on nous apprend des Lumières n'est que libération, le savoir, progrès, mais en fait c'est sous le prétexte du savoir et du progrès que l'on va ensuite coloniser.
Et au sujet du moyen d'éviter toute forme de réhabilitation de ces savoirs scientifiques anciens, eh bien nous pourrions parler notamment du fait de produire de la connaissance, et justement une connaissance qui soit pleine et entière, pour éviter la production de l'ignorance, éviter le discrédit jeté sur tous les travaux portant sur la race, notamment parce que beaucoup considèrent que les travaux sur la race sont des travaux qui vont causer un séparatisme dans la population française. On accuse aussi ces travaux ou les chercheurs et chercheuses d'être des chercheurs woke. En réalité, il s'agit là simplement de comprendre qu'il y a une réalité dans ces constructions raciales il y a des réalités qui ont produit d'autres réalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de race. La race biologique n'existe pas, on le sait. Elle n'a jamais existé, mais il y a des effets sociaux de la race et des discriminations bien réelles. Donc ce que l'on peut prôner, nous, aujourd'hui, c'est peut-être pour les étudiants et les étudiantes de multiplier les connaissances et de les diffuser. Parce que c'est avec la diffusion de ces connaissances que l'on évitera toute cette production à l'inverse de l'ignorance, et ceux qui veulent effacer tous ces travaux sur la race et visibiliser en fait ce qui a pu exister et ce qui existe encore dans les représentations et les pratiques. Et ce qu'on essaye aussi de montrer, en complément à ce que disait Delphine, c'est que pour que ce cadre de diffusion du racisme scientifique continue à advenir, il faut un besoin de méconnaissance, justement. Donc c'est en questionnant ce besoin de méconnaissance et en y répondant par la production, justement, de connaissances sur la race comme construction sociale et non comme variable biologique, bien sûr, on permettra, en fait, d'armer les citoyens et citoyennes de demain et aussi de les informer et de faire en sorte que ces biais racistes se développent moins. Il y a aussi une autre chose importante à dire, c'est qu'il y a bien sûr la production de connaissances, mais il y a aussi leur diffusion. Et pour ça, remettre les sciences sociales peut-être dans nos institutions scolaires, c'est-à-dire leur accorder une place plus importante, et ce, dès la maternelle ou l'école élémentaire, c'est peut-être aussi une réponse pour permettre aux citoyens et citoyennes de demain, à tous les stades de formation, en fait, de se poser la question de variables. On pense par exemple en France très bien à la variable de classe sociale, qu'on arrive très bien à voir comme une variable, un indicateur social pour mesurer notamment des inégalités de revenus, de patrimoine. Et pourtant, cette variable de race comme construction sociale, on n'arrive pas encore très bien tout simplement à diffuser le fait qu'il puisse s'agir aussi d'une variable très importante pour montrer qu'il y a un certain nombre d'inégalités dans le secteur de l'emploi, dans le secteur d'accès au logement, sanitaire, ainsi de suite, qui puissent être utilisés. Et donc c'est vrai que cette variable pourrait être davantage mise devant, toujours bien sûr en l'expliquant, en faisant cet effort pédagogique pour montrer que ce n'est pas une catégorie biologique, encore une fois, mais c'est une catégorie sociale.